Bien, bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et avant de commencer notre émission, exceptionnellement, nous allons faire la mémoire de Rudy Benjamin, tous vous qui nous regardez. Une minute de silence, juste une petite minute. Voilà. Voilà, c'est terminé. J'espère que tous ceux qui nous regardent ici en Guadeloupe, en France, un peu partout, ils ont été conscients que nous avons observé pour la mémoire de Rudy Benjamin, qui était ici il n'y a même pas 15 jours. Vous vous souvenez, la vidéo est encore sur Facebook si vous voulez la revoir. Sinon, bonjour Iman. Bonjour Dani. Ça va? Bonjour à tous, très bien, merci. Tant mieux. Alors, aujourd'hui, sommaire, dans un instant, nous allons recevoir Yann Serraton, le président de l'association à Lévigny. Il nous avait promis à son retour, quand il était allé, quand il est venu. Donc, il sera avec nous dans un instant. Avec lui, on parlera de ce qui s'est passé là-bas, comment les choses évoluent pour les Guadeloupéens qui vivent en France et qui ont envie de revenir. Nathalie Jacobi-Corrali sera aussi avec nous, avocate à la Cour, chroniqueuse du ZCL, avec elle on va parler des droits de la victime d'infraction. Jean Dernault, secrétaire général du SPEC, syndicat de personnel de l'éducation. Les enseignants sont en vacances aujourd'hui, mais ils ne sont pas tous contents. Vous savez qu'il y a eu 2 mouvements en France. Il y a eu 2 ministres de l'éducation en moins de mois, et peut-être même 4 en une année. Ça fait beaucoup. On va parler avec Jean Dernault, et puis on va terminer avec Edith Evrilus, naturopathe. C'est la chronique d'Edith qui revient. L'info du jour, c'est notre amie Iman, qui elle aussi, elle est allée, elle est venue. À Lévigny, exactement. Aujourd'hui, on va parler justement de l'hommage rendu à Rudy Benjamin lors du mercredi des Cendres. On reviendra sur cette perte qui a été vraiment très importante pour toute la Guadeloupe. On reviendra aussi sur l'inauguration de la piste Boris Carène, donc une piste cyclable qui permet donc à tous les passionnés de marche, course et vélo de pouvoir pratiquer en toute sécurité. Il s'agira aussi de parler de la messe du carême, donc l'entrée dans le carême qui s'est faite hier, donc mercredi des Cendres. Les fidèles, pendant 40 jours, seront soumis à la privation et une façon de se rapprocher de leur foi. Et on fera un état des lieux des travaux de la médiathèque du Gosier, donc une livraison prévue fin du mois de février ou début mars. Et j'ajoute simplement, aujourd'hui c'est le 15, mais hier c'était le 14 février. Et 14 février 52, c'est une date historique pour les Mouliens, pour la Guadeloupe. Et ce sera l'occasion de faire un focus sur ce qui s'est passé, ce massacre qui a eu lieu dans cette commune du Moule et qui sera d'ailleurs célébré demain à partir de 19h si je me trompe. Voilà, c'est parti, on commence avec l'hommage à Rudy. Oui, hommage rendu donc ce mercredi des Cendres pour Rudy Benjamin, donc pilier du carnaval et porteur de culture qui s'est éteint ce mercredi des Cendres. Seule la musique a pu retentir dans le local de Vim. On va voir un reportage de Gaëtan Borne. Nous avons un hommage à un grand masse
Bougat fait les premiers groupes ça qui ouvrent le point d'interrogation, mais d'autres masques qu'il fait avant, Massa Saint-Jean. Donc nous ne pouvons pas venir par un hommage à Bougassa. Nous sommes aussi faire 6 minutes de silence pour nous dire bon son. Pas bon son, où tu peux jamais là. C'est bien la radio, ça émotionnel, ça va dans l'eau, tristesse en Guadeloupe. Alors là, les gars, c'est son grand maître de respect et nous allons continuer comme ça. C'est tout comme maître à Basque. Bon. Et il m'a dit, mon Dieu, nous n'avons pas fait de grand on part à Basque. Nous voulons lui rendre hommage parce que c'est lui qui a représenté les présentations, les facilités de TDI. Et en disant comme ça, pas été pris, à terminer les députés là, juste là, à Ketchupéry, à terminer, pas obligé de payer. Si nous l'ajoutons là, si nous-mêmes qui fait mal, c'est parce que monsieur passé par là. Monsieur ouvre la voie. Ok? Donc on ne peut pas venir. On peut aimer, on ne peut pas aimer, mais il faut respecter le travail de ce gars-là. Oui, c'est obligatoire. Eh bien, c'est mettre à masse là. Vos entendre, c'est mettre à masse là qui disparaît. Nous allons mettre Vaval et mettre à masse là. Eh bien, ok. C'est qui là? Et une région oubliée, nous allons continuer. Une symphonie porcelaine qui a été toute particulièrement qui a retenti particulièrement lors de ce mercredi décembre en l'honneur de Rudy Benjamin. On va revenir sur l'inauguration de la région qui a inauguré cette piste Boris Carène, une piste cyclable qui permet aux passionnés de la marche, du vélo, de la course de pouvoir réaliser leur entraînement en toute sécurité. Donc longue de 2,5 km, cette piste est située à proximité du Vélodrome et du lycée agricole. On va voir un reportage d'Olivier Moradel. Aujourd'hui, cette piste porte le nom de Boris Carène, qui est quand même l'image de la Guadeloupe. Hein. C'est le patrimoine, 3 fois vainqueur du Tour de la Guadeloupe, du Tour de Margaret, et un palmarès éloquent. Nous avons voulu effectivement montrer que nous pensons à ceux qui font la Guadeloupe. Comme on dit chez nous, de son vivant, parce que trop souvent, on attend que quelqu'un parte pour dire il était bon, il pas était bon. Là, effectivement, avec l'État, le maire de Bémao, le département, la région, le monde du vélo, on lui dit merci pour ce qu'il a fait à la Guadeloupe et ce qu'il fera encore. Surtout que ses enfants font du vélo aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal que cette piste cyclable, on dit la voie verte dans le jargon juridique, porte le nom de Boris Carène, qui a été l'un des plus grands champions de la Guadeloupe, et c'est une fierté pour nous. C'est une grande satisfaction, mais je veux associer à cette reconnaissance mon entraîneur,
M. Sylvain Babouin aussi, parce que sans matériel, sans personne à nos côtés, sans les petites mains, un champion n'est rien. Donc aujourd'hui, si la piste porte le nom Boris Karen, c'est toutes les personnes qui ont été autour de moi pendant ma carrière sportive que je tiens à remercier. Et je suis fier pour la Guadeloupe, fier pour les jeunes, de donner justement cette envie de dépassement de soi, de réussite et d'abnégation pour qu'on ait justement des champions dans les années futures. Un équipement qui permettra à l'ensemble des Guadeloupéens et singulièrement des Bémaos de pratiquer leur sport favori, que ce soit le cyclisme ou la marche. Et donc je tiens particulièrement déjà dans ce premier temps à féliciter Boris Karen. Nous l'avons vu avec un très beau palmarès dans le domaine du cyclisme et c'est tout à fait normal que nous puissions aujourd'hui le mettre en valeur. Et dans un deuxième temps, féliciter également la région Guadeloupe en la personne du président d'avoir pensé un tel équipement à l'endroit des Guadeloupéens, des Bémaossiens aussi qui pourront en prendre possession. Et donc le maire que je suis et l'équipe municipale, nous en sommes contents, véritablement fiers. Le cyclisme, c'est vraiment le sport phare. Voilà, c'est le sport phare de la Guadeloupe. C'est à la fois le sport phare et à la fois, effectivement, on n'a pas beaucoup d'infrastructures. Les conditions dans lesquelles les amateurs ou les pros s'entraînent ne sont pas idéales. On voit les sportifs sur la route dans des conditions de sécurité qui ne sont pas toujours évidentes. Voilà, donc pouvoir avoir ce type d'infrastructure, pouvoir déployer ce type d'infrastructure, c'est extrêmement important. On n'a que 7 km de pistes cyclables en Guadeloupe. Quand on voit effectivement le nombre de pratiquants du vélo, que ce soit en amateur ou en pro, évidemment, il y a un sujet. Il faut qu'il y en ait d'autres. Le président Chalus évoquait effectivement d'autres pistes. On a des projets de pistes cyclables sur Bémaos, sur les Abîmes, sur Baïf, sur Saint-Claude, autour de la distillerie Bologne par exemple. Voilà, donc tout ça, c'est effectivement extrêmement important. Ça permet aux sportifs de s'entraîner dans les meilleures conditions. Et puis les sportifs de tous âges. On voit les jeunes dans les clubs. Il faut aussi que les jeunes qui pratiquent le vélo puissent avoir des terrains de jeu ou des terrains d'entraînement qui soient sécurisés et qui leur permettent de s'entraîner dans de très bonnes conditions. Voilà, donc c'est très, très, très heureux aujourd'hui, ce matin, aux côtés d'un très grand champion, de pouvoir célébrer le vélo en Guadeloupe. Et ce mercredi des Cendres marquait le début du carême, donc pour les croyants et fidèles, 40 jours de privation. Les croyants vont pouvoir se rapprocher de leur foi, une démarche de pénitence qui est une invitation à la conversion pour ces fidèles avec l'imposition des cendres durant la messe. On va voir un reportage de Vianney Valverde qui est allé à cette messe du mercredi des Cendres. L'imposition des cendres, c'est signe de pénitence et que l'on va marquer sur notre front pour dire à la fois collectivement et personnellement que nous voulons faire et vivre une démarche de pénitence pendant tout le long du carême. Donc on impose les cendres et il y a cette phrase qui nous est dite, en fait, quand on reçoit les cendres, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc c'est une invitation à la conversion et la démarche de la conversion, c'est la démarche de se reconnaître tout simplement pécheur et par la conversion, grandir dans l'amour du Christ. Donc voilà, donc l'imposition des cendres, c'est pour nous aider dans cette démarche de conversion à grandir dans l'amour de Dieu. C'était important pour moi d'assister à cette messe parce que c'est le premier jour du carême, c'est l'ouverture du carême. Et le carême pour moi a une forte définition. C'est commencer normalement ce carême avec une idée de solidarité et puis de partage. Chrétiens ou non, nous allons être signe de quelque chose. C'est pour cela qu'il y a les cendres. Quand on sort dehors, quelqu'un va voir qu'on nous a imposé les cendres, va peut-être nous dire mais qu'est-ce que c'est? Être signe d'abord, nous chrétiens, signe de l'amour de Dieu, signe de la fraternité, signe du partage, pour que du coup ça puisse interpeller et toucher les autres. Et peut-être que, je disais tout à l'heure, le lien du partage, quelquefois quelqu'un peut ne pas être chrétien, mais a envie de vivre une démarche de partage et on peut l'inviter à vivre cette démarche et ça peut être la première porte d'entrée dans la vie d'église. Donc oui, chrétien ou pas, la démarche de carême que nous vivons doit interpeller les autres, surtout pour leur dire mais comment on peut être meilleur dans la vie et comment on peut grandir dans notre vie humaine et pour nous dans notre vie chrétienne. La période de carême, c'est une période où les chrétiens devraient faire un effort, enfin au moins ceux qui le peuvent, de changer certaines habitudes, de faire un effort dans la solidarité, de faire un effort dans leur fonctionnement avec le prochain. Et puis moi je pense que ne pas forcément faire un régime comme certains
le PONS, le carême, je dois me priver de ci, de ça. Non, il y a diverses autres manières de faire le carême. Voilà, il est 12h45. Nous allons recevoir Jean Dernaud, le secrétaire général du SPEC. Nous sommes bien contents de le recevoir. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour la Guadeloupe. En moins de 2 mois, il y a eu 2 ministres de l'Éducation nationale en France. Sur 2 ans, en 1 an, 3 même. En moins d'1 an. En moins d'un an, 3 ministres. Bien sûr, on n'est pas directement concerné, mais enfin, on est quand même impacté. Forcément, mais ça mesure aussi à quel point l'éducation est essentielle en France. Oui. On peut dire ça. Absolument. Ouais. Alors, donc, je fais venir le SPEC parce que, visiblement, la rentrée qui vient ne sera pas très belle. Eh bien, elle risque d'être aussi catastrophique que cette année, puisque, encore une fois, on perd 107 postes. L'année dernière, on en perdait 131. Et on sait déjà quelles vont être les conséquences sur cette rentrée. On a vu cette rentrée que beaucoup d'enseignants manquaient devant les élèves. Et il en manque toujours. Et il en manque toujours. C'est surtout ça qui est grave. Encore il y a 2 semaines. Comment on explique ça? Alors, d'un côté, on supprime des postes, de l'autre côté, il manque des enseignants. Eh bien, on supprime des postes parce qu'on dit qu'on a une dotation importante en Guadeloupe, mais on ne regarde pas de plus près la réalité de la Guadeloupe. On ne regarde pas notre singularité, on ne la prend pas assez en compte. On voit bien, je disais tout à l'heure que Pointe-Noire a fait grève il n'y a pas 2 semaines de ça pour obtenir un professeur de français pour une classe à examen. Alors qu'on était fin janvier, début février. C'était en grève, hein. Ce sont les élèves, là. Oui, mais donc ça prouve qu'il y a des insuffisances de moyens, au moins des insuffisances de moyens de remplacement. Et on sait aussi les conséquences que ça aura sur les chances qu'auront les néo-titulaires ex-contractuels à rester dans l'académie, puisque ça va arriver aussi. Chaque année, on en expatrie. C'est aussi les chances de ceux qui sont déjà là-bas de rentrer dans l'académie qui sont diminuées avec ces suppressions de postes. Mais alors, j'avoue que je ne comprends pas très bien cette politique et d'où ça vient. Enfin, je veux dire, bon, vous êtes en contact avec la rectrice, elle ne fait qu'appliquer, j'ai envie de dire pas bêtement, mais enfin mécaniquement, ceux qui sortent de la France. Alors, le discours de la rectrice, bien entendu, ce n'est pas un discours de contestation de ce qu'on lui propose. Alors, son discours, c'est aussi de dire qu'on perd des postes, mais qu'on a un meilleur taux d'encadrement. Mais nous, on n'en est pas convaincus. Hein. D'ailleurs, dans le rapport PISA, il précise que la France n'a pas un bon taux d'encadrement de manière générale et globale. Hein. Les classes en collège, je crois, sont autour de 20, 21, alors qu'en France, la moyenne est à 25. Ouais. Donc, on peut encore faire des efforts sur ce terrain-là pour que l'école soit de meilleure qualité. Et en particulier chez nous, où on sait qu'on a des problèmes spécifiques, où on sait que les évaluations donnent des résultats qui ne sont pas brillants, sauf à croire que c'est ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire que la Guadeloupe reste en permanence antépénultième. C'est vrai que j'imagine qu'il serait sans doute bousculé si la Guadeloupe dans les évaluations se trouvait avant Paris. Oui. Mais nous pensons que ce n'est pas une fatalité. Il faut qu'on mette les moyens. Il faut nous une ambition pour l'Académie là. Il faut nous une ambition pour le pays là. Il faut nous une ambition pour la jeunesse là. Et c'est pour ça que nous, au SPEC, nous commandons, ils ont arrêté supprimer poste. Ils ont pris un moratoire et garder plus près, car il faut nous qu'on moyen, qu'il faut nous qu'on éducation pour que les élèves en nous réussissent. Faut pas nous oublier non plus que nous avons un très fort taux d'illettrisme, 20% en Guadeloupe. En France, il y a 9. Nous avons 1800 Timons dans classe d'âge qui a sorti sans diplôme, sans qualification, sans formation dans l'école là. Et nous ne pouvons pas garder ça sans dire que pas ni moyen faire rien. Il faut nous travail, si ces teams là sorti à l'école là sans diplôme, eh bien c'est parce que l'école là pas qu'à sans mieux, c'est parce que l'école là pas qu'à séduire, l'école là pas qu'à faire rêver. Et donc c'est ça nous commandons nous travail pour que l'école là soit une véritable école de réussite. Alors c'est vrai, lorsqu'on regarde les résultats classement à l'Académie de la Guadeloupe dans système à la France, nous très 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 mal classés, mais discours là, c'est une nation, discours qu'on attend depuis longtemps. Qu'est-ce qui a empêché ça de changer? Qu'est-ce qui a empêché ça de changer? Moi, je pense que pour ça changer radicalement, il faut nous prendre responsabilité dans nous. C'est ça que j'ai envie de dire. Mais il faut nous aussi, en matière à l'éducation solidaire, il faut nous debout. Il faut nous au combat
pour nous dire l'administration, nous pas accepter chaque année, il y a diminuer nous poste sans garder plus près, qu'à pour faire pour que l'école là ça permette meilleure réussite à jeunesse en nous. Parce que ni des mouvements qui fait en France ces derniers temps-là, ils ont envoyé des grèves en Guadeloupe, ça n'a pas tenu presque pas en répercussion. Pourquoi parler de grève à qui ça? Grève à l'éducation? Oui, alors, problème, moi d'après moi, faire une journée de grève pas servir grand affaire. Ouais. Faut y être rentré en grève sérieusement si vous vraiment bien changer, bien calmander. Moi pas qu'à croire que faire une journée de grève ça va servir bien. Et quand il est là en France c'est plutôt ça qu'il va faire. Il va avoir rendez-vous grosso modo une fois par mois et puis il va penser que bien qui calmander comme ça pas qu'à croire. Donc ça veut dire que au niveau collectif là, je tenais au moment on le syndicat qui a travaillé ensemble, ça va toujours. Oui, nous toujours en bon contact, en bonne relation avec restant les organisations à privées, les GTG, FO, enfin tous ces autres syndicats là, nous travaillons régulièrement. Même si nous pas marché encore régulièrement les samedis en la rila. C'était nous pas marché régulièrement en la rila les samedis par rapport surtout à ces personnels de santé là. Mais nous toujours en contact. Enfin bon, on sait que les aspects que j'ai fait ensemble quelques mois, quand je définis pour diviner à syndicat là et même au niveau de l'école Guadeloupe, parce qu'il y a un paquet de problèmes. Nous pouvons les gens regarder tout, mais quand on dit qui j'en vois ça pour diviner un pays là. Eh bien, on sait le genre de ça, c'est qu'il faut remobiliser les gens. Il faut moun dans l'école. Garder plus près qu'à nous peut faire et puis remobiliser, nous remettre nous au combat pour que l'école là ça vienne de qualité. C'est difficile de remobiliser. Alors c'est difficile parce que l'individualisme qui a avancé, il allait qu'on est là c'est mon appui individualiste qui par le passé. Et parce que il faut comprendre que c'est ensemble nous fort. Il faut comprendre que c'est solidarité qui fait nous faire un bitin à l'école là ça et à pas chaque monde qui a l'école notre taille dans coin. Parce qu'on regarde même au niveau de parcours sup, qui sont capables pour les élèves, parfois, si tu n'as pas mis le temps de rentrer dans ce système-là. Alors, le problème à parcours sup, ça va avant parcours sup, ça a été ni là, il a déjà contesté aussi. Hein. Mais d'après moi, ça qui est plus important, c'est que ces teams ont une formation de base solide pour après ça y opérer bondi. Et d'après moi, c'est peut-être ça qui a manqué plus dans l'école là. À part parcours sup qui règle tout le problème là. Même si par ailleurs, même si vous voyez un petit monde réussi, parcours sup inscrit en faculté ou n'importe qui l'école, ça n'a pas qu'à garantir pour autant qu'il a réussi. Alors c'est au niveau, alors comme au syndicat là qui a rassemblé pour mettre l'école depuis petit l'école jusqu'à lycée, on a ni plus de problème dans l'école ou bien dans le lycée là. Nous peut dire tout partout ni problème, tout partout. Si vous voulez mon pas ni les bases qui mettaient en place depuis l'école pour y avancer à l'école là, il peut payer pas côté et ni problème dans l'école, ni problème à l'école nous connaissons ni des quartiers particulièrement ni problème d'allophonie, c'est-à-dire tout le monde qui parle pas les français, tout le monde qui parle créole, tout le monde qui parle espagnol, tout le monde qui parle anglais, ni ces problèmes là ça, ni aussi les conditions sociales à pays là qui pas molle, ni des petits monde qui pas l'encadrement familial, ni tous ces problèmes là ça dans les premiers degrés, mais ça va continuer aussi au collège. Ça va continuer aussi au collège. Ni de l'autre monde qui a dit comme ça que le collège c'est le ventre mou. C'est là où voit si monde qui a dérivé, ils savent peut-être les étaient en primaire mais ils ont désapprendre les voient arriver au collège. Alors c'est vrai qu'elles sont un moment à l'école qui est difficile où ti monde qui a peut-être pris une mauvaise habitude. Mais donc là aussi ni problème. Au sérieux, ni problème. Là, le gouvernement a décidé de mettre en énième réforme encore. Il a créé ça, c'est Attal qui a fait ça avant, il parti qui nous a ça. Le choc des savoirs. Alors bon, nous voyons que ça a fait, mais nous pas qu'à faire nos illusions. À part un choc des savoirs où il a mettre l'accent avec des groupes plus réduits, soi-disant, par rapport à des gens qui ont en difficulté en mathématiques et en français, que quoi il règle tout problème que ces gens n'a pas réglé en primaire. Alors, d'après nous, il faut mettre des pipi bonnets qui ça, il faut mettre l'accent sur ça pipi bonnet. Et puis, au lycée aussi, bien entendu, il y a d'autres qualités de problèmes, surtout avec des dernières réformes là qui sortent là, réforme à Blanquer, qu'ils n'ont pas arrêté vraiment chaque année. Chaque année, nous bouleverse dans la réforme là. Chaque année, au départ, les épreuves
communes des spécialités, ils ont tiré ça. Encore oublié, non là, ils ont bail là. Après ça, ils ont mis des épreuves anticipées en mars, mais là, ils ont mis en juin. Enfin, ils ont pris un bon sens parce que ça n'a pas tenu sens non plus. Donc, on travaille chaque fois, chaque année, nous on bouleverse dans la réforme là. Ça ne va pas permettre et les choses avancer dans la sérénité. Et puis, ça fait spécialité. Sont belles, on belle des autres, ça mettre dans l'école là. Moi, c'est ça envie de dire. On belle des autres. Dans l'école là, on dit aussi, il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour une espèce de mixité, c'est-à-dire le niveau de Timoun qui est bon avec Timoun qui est moins bon, ensemble. Ici, ça va passer. Alors ici, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les affaires à groupe de niveau là, mais d'autant, moi, je dis comme ça que si c'est pour, dans les disciplines où c'est des difficultés, les fondamentales, c'est ça qu'ils ont proposé, en tout cas mathématiques et français, moi, ça va particulièrement, personnellement, ça va particulièrement poser un problème. Mais à condition qu'il n'y ait pas stigmatisé ces timons-là. Ok, donc il dit ce groupe, il n'y a pas dit c'est l'école. Donc, nous qui voyons si ça paraît tout dans l'école. Mais normalement, ces groupes, ça veut dire que ces timons, il y a un 6e, par exemple, il y a un 6e ou il y a un 5e, il y a presque là qui ont des difficultés à dans là, il y a mettre ensemble dans des groupes en mathématiques et en français, avec d'autres timons qui n'ont même problème qui ont. Moi, c'est ça qu'il a essayé de faire. Donc, a priori, contre ça, en panier, on l'a problématique. Par contre, il faut ces groupes-là s'arrêter petit, il ne faut pas y avoir gros. Ok, et il faut effectivement mettre les moyens pour que ce team-là, en bout à là, ça, il comble les problèmes, il réparer les problèmes, il comble la kina. Nous sommes en vacances actuellement, la rentrée, c'est dans 6 minutes, 10 minutes à peu près. Est-ce d'après les professeurs qui ont manqué, qui sont rentrés, qui fait la rentrée? Parce que moi, Radio ça parce qu'on dégoûte particulièrement, qui a manqué professeur toujours. Et. Alors, on peut pas dire ça qu'on y est là, mais pas voyant, hein, on peut dire. Ça, par exemple, si nous regardons le cas Pointe-Noire, laissez Tibouga lever, yo barré lycée là, yo trouve un professeur français pour yo. La question, pour combien de temps vous avez trouvé professeur français là? Est-ce qu'il y a un professeur français là qui l'a éveillé toute l'année là? Okay? Et puis là, vous voyez remplacer un côté complètement en français, ni d'autre côté qui était arrêté sans professeur. Est-ce qu'il y a jamais été un professeur devant ces élèves-là? Est-ce que les collègues qui partaient là pour des raisons de santé, sans doute, est-ce qu'il y a déjà viré? Donc on peut pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de professeurs, on ne peut pas calculer. Ni les problèmes d'insuffisance des professeurs, mais ni problème aussi d'insuffisance de moyens de remplacement. On pas dit ça tout à l'heure là, mais ni des viviers dans certaines disciplines qui finissent, pas ni viviers encore. Ça veut dire pas ni collègues qui contractuels dans la discipline là, ou pas ni collègues qui titulaires zone de remplacement dans ces disciplines là ça. Alors ça veut dire si pas ni contractuel, ça veut dire pas ni monde qui fait l'étude à ces disciplines là ça qui est disponible pour faire l'éducation dans certaines disciplines. Donc ça c'est des véritables problèmes ok, par rapport à ça pour certaines disciplines, mais donc a fait que alors notre problème qu'a posé, j'entends l'autre jour le ministre français dit il va augmenter l'argent quand il va battre les professeurs. Alors est-ce enfin quand question 200 300 euros on va changer, mais est-ce que je là on gêne envie de faire professeur à l'école? Mais ça c'est que pour moi ne fait pas venir faire l'école parce que il y a demandé un paquet de bitins par rapport à ça il va payer. Donc si il y a un petit goût encore dans pays en nous parce que nous ni les 40% et ça fait une différence par rapport enfin on dit clinquante hein, parce que quand on regarde bien la vie plus chère aussi en Guadeloupe hein. Et s'il y a encore des gens encore qui en vie mais en France pour monde presque pour monde pas en vie après il fait 4 ans d'études après bac OK après il fait s'il y a pas 5 OK et envie rentrer dans l'éducation compte tenu de l'argent yo kabayo vous parlez d'augmentation mais à augmentation yo ka ban nous pas gen à hauteur ça les parlementaires et les sénateurs après. Et c'est justement c'était une dernière question là parce que des trois dans les autres font un grand mouvement qui était duré à peu près un mois, les autres pour les parlementaires, les sénateurs, les députés tout ça. J'ai une intention ouvrir pour demander eh bien à chaque fois que nous payons, nous avons sollicité les parlementaires, sénateurs et députés si des questions nous au spec, si question aller
l'expatriation des enseignants guadeloupéens. Alors, problématique, ça a posé, un mouvement était tombé en mars. Et puis, si les postes, nous avons supprimé en pays là. Donc, nous pouvons solliciter encore, nous attendre, mais nous toujours régulièrement qu'à solliciter. Peut-être que nous avons estimé que nous sommes fatigués, mais nous avons estimé que c'est un des leviers que nous avons pour essayer de mettre un frein à la démolition à l'école là. Et dernier point, c'est avant vacances, ça peut être pour mouvement, de toute façon, Jean-Sark Kaye. Avant vacances là, mais là, nous en vacances, nous avons un mouvement. Non, avant vacances, grand vacances là, nous c'est vrai, ça va dépendre de l'état de mobilisation à l'éducation. Si nous mobilisons, si nous collons par rapport à ça, si ça a bousculé, nous pouvons bouger. Dernière question là, n'y a assez pour vous créole? D'après moi, nous pouvons progresser encore le terrain là, ça. Ni bilingue au premier degré, mais ni encore l'eau progrès à faire en créole. Il faut créole, notamment, sortir dans tête à monde qu'on folklore, pas folklore, son langue à part entière. Il faut y continuer à avancer et il y a l'autre travail encore à faire dans créole pour créole bien cisé à place à un pays là et à l'école là. J'en ai un merci. Je souhaite bon courage pour l'année là qui continue là, l'année 2024 là, avec un nouveau ministre Azot. On va expliquer quelques finitions je contre les autres, parce que le premier ministre a été mis là, qui n'a Anza était pour venir une fois. Oui, il était pour venir plusieurs fois. Il manquait venir 3 fois. À chaque fois, il annulé. Ouais. Moi, juste pensé à un moment donné que Mouna a été dit qu'on ne s'est pas allé. Si 3 fois de suite, l'avion là était tombé. Ouais. Enfin bon, il essayé de venir 3 fois. Après, Atal Pagin, c'est venu. Il était là qui pour préparer et siège à Premier ministre. Et l'autre là, il fait tellement gaffe qu'il n'a pas arrêté non plus longtemps. Mais en pas qu'à quoi que c'est le ministre de l'Éducation qui a venu en Guadeloupe qui a réglé le problème. Ça n'a pas réglé le problème. Okay, donc personnellement, il peut venir, il ne peut pas venir, ça n'a pas qu'à changer rien pour nous. Merci Jean. Eh bien, dans d'autres soleils, comme on dit, sans l'appli. Et il y a 13 heures, nous avons fait un petit campo et nous avons retrouvé nous tout à l'heure avec Nathalie Jacobi Koali et aussi avec Yann Siranton qui est arrivé, il vient, comme on dit. Bon, là, il est déjà 13h08. Dans un instant, on va parler avec Yann Siranton qui est déjà là. Bonjour. Bonjour, la Guadeloupe. Merci d'être là. Il m'a un petit rappel des titres depuis ce matin. Oui, au niveau des titres, on a parlé de l'hommage rendu à Rudy Benjamin lors du mercredi des Cendres. Toute la communauté s'est réunie sur le local de Vim pour pouvoir rendre hommage à ce pilier du carnaval. On a parlé aussi de l'inauguration de la piste cyclable Boris Karen sur la commune de Bémao. Cette piste qui permet justement d'être en sécurité et de pouvoir s'entraîner pour les cyclistes, les marcheurs et la course. On a parlé de cette messe du carême, donc par rapport à l'entrée du carême qui s'est déroulée ce mercredi. Pour 40 jours de privation, les fidèles sont plus proches de leur foi pendant cette période. Peut-être qu'on pourra faire l'état des lieux des travaux de la médiathèque du Gosier, donc ces travaux de rénovation, de réhabilitation et de modernisation qui sont en cours. Une inauguration est prévue à la fin du mois de février ou début mars. On va voir un reportage de Vianney Valverde. Nous sommes à la médiathèque du Gosier, Raoul Georges Nicolo, et notre objectif, c'est de faire un point d'étape des travaux, la dernière ligne droite avant l'inauguration, fin février, début mars maximum, et bien sûr, reprise du travail des agents de cet établissement. L'état des lieux, c'est que ça avance bien. Nous avons des professionnels qui sont très conscients que j'ai une demande impérative que ça se fasse au plus vite. On a connu par le passé, notamment sous l'ancienne mandature, pas mal de problèmes par rapport à ces travaux. Et donc, moi, j'ai pris les travaux en main personnellement afin de faire en sorte que cet outil de travail, d'éducation, arrive au plus vite pour la population du Gosier qui demande ça depuis tantôt. Et pour moi, il est important que mars, au plus tard mars 2024, qu'il y ait inauguration et que les enfants, les adolescents et les adultes retrouvent cet espace qui est si important pour eux. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment de mettre
pas la pression, mais d'expliquer vraiment l'exigence de notre majorité municipale afin d'avoir une médiathèque flambant neuve et bien sûr équipée, moderne, pour pouvoir permettre la meilleure, on va dire, les meilleurs moments de cadre de vie, d'apprentissage, d'éducation et aussi de moments de partage et de culture. Bien, alors on va parler sérieusement du retour de Yann, parce que quand il était venu il y a quelques semaines, on lui a dit qu'il était calé, donc quand il est fini, alors qu'est-ce qui s'est passé en là? Eh bien, bonjour à tous. Merci Dani pour me faire revenir dans ton ZCL. C'est vraiment un moment important pour nous, à Livigny, comme la confiance que Canal 10 nous accorde, et pour justement parler de ce dispositif qui, à nos yeux, si important pour le pays Guadeloupe. Ce qui se passe, c'est que la dernière fois que nous nous sommes vus, je te disais qu'on partait à l'Hexagone, puisque après le travail des parlementaires, qui allaient avoir enfin un travail avec la DOM pour se dire comment on va faire maintenant pour accompagner nos jeunes sur le retour au pays, parce qu'ils ont voté l'argent là, et maintenant, c'est qui j'en nous a fait. Et là, en fait, on s'est retrouvé avec toutes les associations ultramarines qui œuvrent pour le retour au pays. Donc, on était les 5 territoires ultramarins. Donc, il y avait Mayotte, dont on parle tant aujourd'hui. Hein. Il y avait la Réunion, il y avait la Guyane, il y avait la Martinique et la Guadeloupe. Donc, j'ai eu l'honneur de représenter la Guadeloupe à cette réunion de travail. Et l'idée, c'était vraiment de mettre en commun, en fait, nos problématiques, parce que comme c'est nous qui t'ai commandé, c'est nous qui demandons bon nous bitin là. Donc, ils dit nous que ils pas savent qui gens pour y faire. Qu'à nous voulons, qu'à nous attendre, qu'à nous besoin. Et en fait, on a fait le point avec les associations sur le retour au pays pour expliquer véritablement quels étaient les enjeux financiers. Il faut savoir un truc. Chaque territoire ultramarin a un contexte particulier avec la démographie. La Guadeloupe et la Martinique n'ont pas le même contexte que la Réunion, Mayotte et la Guyane. La Guyane et Mayotte, c'est pas pareil, mais eux, ils font beaucoup d'enfants, il y a l'immigration, donc ils n'ont pas de problème de renouvellement de la population. La Réunion, c'est un territoire qui est on va dire, très attractif pour les hexagonaux. D'accord? Il y a une concurrence entre les hexagonaux et les Réunionnais quand il s'agit de l'emploi et du retour au pays, tel que les Réunionnais commencent à avoir du mal à entrer chez eux. Ah bon, ah ouais, oui. Alors qu'en Guadeloupe, c'est pas exactement la même chose. En Guadeloupe-Martinique, c'est que les territoires n'ont pas su réellement s'adapter aux besoins futurs de leur territoire. Ils ont formé les gamins à des choses dont les territoires n'ont pas besoin. Donc au final, comme vous avez vu, un gars d'Arcan qui vous dit la semaine dernière, c'est incroyable ça. Il faut qu'on le dise, c'est incroyable. Le président du BTP qui vous dit, il n'y a pas de main-d'œuvre en Guadeloupe. Et qui ne trouvent pas d'employés. Et en même temps, on vous dit on a un taux de chômage extraordinaire, etc. Donc voilà, c'était pour vous dire que ça fait quand même 5 ans qu'on a prévenu que ça allait arriver, nous, à Livigny. Et aujourd'hui, les gens commencent à se réveiller, vous dire, ah mais tiens, et moi je l'ai rencontré, M. Gardacan, je lui dis, mais félicitations, c'est le début de quelque chose. On commence à comprendre. Bref, et donc cette situation-là fait que la Guadeloupe et la Martinique n'ont pas bien anticipé les besoins de leur territoire, qui fait que leurs gamins sont partis se former. Il y a même eu une espèce d'exode où ils ont voulu créer une communauté au Canada, que je salue d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'elle est le fruit de cette politique publique, mais elle existe et c'est nos proches. Et aujourd'hui, il faut penser différemment. Donc chaque territoire devait penser, faire des propositions. Alors, concrètement, comme moi je reçois des gens pratiquement tous les jours, les gens m'envoient des messages pour me dire avec les autres membres de mon association qu'ils ont besoin de ci pour entrer, ça, etc. Nous, on a identifié... Il y a une vraie demande là-bas de jeunes qui veulent revenir. On ne peut pas imaginer à quel point. Ah bon? Mais on peut montrer ça. Tous les jours, encore souvent entre 8 et 10 messages à mon cas, moi, mis en là, encore revenu. Et qui j'en peux faire? Et tu sais, il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément compris aujourd'hui, c'est que compte tenu de l'offre de formation qu'il y a sur le territoire de la Guadeloupe, c'est-à-dire ce qu'on peut se former en Guadeloupe pour les besoins, pour aller faire une carrière, peu importe, finalement, pratiquement, l'essentiel des Guadeloupéens qui veulent faire des études supérieures, après bac, ils partent. Ouais. Et de plus en plus, ceux qui veulent faire des formations niveau bac professionnel partent aussi pour des conditions diverses et variées. Tout à l'heure, j'entendais sur ton plateau qu'il y avait un représentant syndical des enseignants. Il faut leur demander dans quelles conditions, dans certains lycées professionnels, ils enseignent. Puisque dans la réalité, on leur explique, on a fait du lycée professionnel une voie de garage. Quand on dit on a un problème à l'école, il y a une voyou là. Donc, on ne peut pas former en manœuvre, en monde qui a fait. En passant, pour faire carreau, j'avoue qu'ils ont posé carrelage. Sans but précis. Okay? Alors, un monde qui pas bien connaître, calculer, compter les bitons, quand il faut faire carrelage, parce qu'il ne pas comprendre les Voltaire, il ne pas comprendre les 1789 et bitons là. Non, à pas comme ça. Forme, voyons, on a dans vocation à dans bitin. Bref. Et bien, je là, on va tout voir dans une situation où
eh bien, nous pas ni suffisamment de monde formés pour répondre à besoin à territoire en nous. Et là, à présent, c'est mon qui parti faire l'étude là. Donc, la majorité des Guadeloupéens, ni ça qui veut rentrer, ni ça qui rentre très bien tout cela, hein. En cas de réunion, l'eau qui rentre très bien tout cela, mais ni ça qui de plus en plus ni du mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont chargé pendant 10 ans, 15 ans, ils ont parti, ils ont accumulé un patrimoine. Mettons, ils ont ni MEB, à Dancaz, déjà en bitin. Ou bien, ils ont acheté une voiture et ils ont besoin de rentrer. Et bien là, ils ont rentré, ils ont demandé 6 000 € pour un conteneur, 2 000 € pour voiture là, et 1 000 € par tête pour billet avion là. Donc là, regardez ça, ça a tout de suite un obstacle pour rentrer en pays. Et bien, c'est si ce sujet-là, ça nous a vers la DOM, et nous avons réfléchi, et ça répond des formes, et c'est là, nous avons connaître, enveloppe là trop petit, 2 millions d'euros pour tout l'outre-mer, insuffisant. Il n'y a pas. Pour tout l'ensemble des territoires. C'est insuffisant, mais c'est toujours ça. Ouais. Et là, ça nous a attelé nous à faire, c'est-à-dire que nous faisons des propositions. Et là, il y a fait, parce que là, on doit passer, il faut un décret d'application pour que la loi là puisse être opérationnelle. Donc, là, par rapport à ta proposition, là, nous fait là, eh bien, nous expliquons que dans l'argent là, ça, il faut une aide pour le fret. Ouais. Peut-être un monde qui a venu en Guadeloupe, longtemps parti, fait venir jeter un coup d'yeux. C'est-à-dire qu'il a venu, qui a dit bon. Préparer au tout. Voilà, préparer au tout. Donc, fait venir en premier coup, reparti et revient. Donc, ce n'est pas un billet, c'est 3 billets, mon abizin. Et aussi, nous avons regardé aussi qu'il y a une voiture, il y a un bitin, donc il faut initier de là ça. Donc tout ça, nous mettons ensemble à requête, demande. Et là, les services de l'État ont formulé en fonction de l'enveloppe pour voir qui gens peut matérialiser ça. Mais d'ores et déjà, ils ont déjà dit nous que, comme c'est nous qui demandons, c'est nous qui avons aidé à gérer, peut-être c'est même nous qui avons géré. Donc nous avons vu qui gens nous avons fait ces associations-là, parce que nous sommes dans une situation-là. Monter en compétence, ça ne va pas dans l'eau, on expliquer. Tout le monde va comprendre. Ou en Guadeloupe. C'est pour ça, ici, on ne va pas parler comme ça. Et effectivement, qu'a fait que cette association-là monte en compétence, c'est-à-dire que nous payons des salariés pour justement instruire dans ça. Donc tout ça, c'est un cheminement qui est long, malheureusement, qui a déploré ça, ça long. Et nous avons espéré que l'aide là est opérationnelle dès le mois de juin. Alors, moi, je suis demandé, dans les gens qui vivent, c'est plus jeune ou bien plus de gens qui âgés? Enfin, là, tu es âgé, tu n'es pas jeune encore. Je comprends. Alors, nous avons une expression que nous avons consacrée pour ça. Nous avons parlé des forces vives. Les forces vives, qu'est-ce que c'est? Ce sont les actifs. C'est les gens qui sont en âge de travailler. Ouais. Nous ne pouvons pas parler de jeunes encore parce que, vous savez, jeunes sont une notion qui est fluide. Ouais. Hein? Ça, on peut dire, on est 30 ans, jeunes, ça on est 30 ans, on sont grand nombre. Ouais. Donc, aujourd'hui, il est clair que nous sommes plus là pour aider et accompagner les forces vives, c'est-à-dire les personnes qui veulent rentrer au pays, qui sont des actifs. On ne va pas dire qu'on va fermer la porte à quelqu'un qui vient à la retraite et qui rentre chez lui. Non, on ne va pas fermer la porte. Mais on va donner la priorité à ceux-là. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont la capacité d'investir, d'acheter, d'élever des enfants et de surtout faire vivre une culture. Parce que le combat du retour au pays, c'est plus un combat aussi pour faire maintenir et survivre la culture guadeloupéenne dans son ensemble. Parce que nous avons toujours pu trouver monde tout partout qui vit ici. Comme nous fait 2-3 migrations par le passé, tu trouveras de toutes les ethnies qui vont vivre dans ce paradis-là. Ouais. Mais aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment on maintient notre communauté à travers son identité culturelle sur le retour au pays. Alors, l'autre question, Yann, c'est l'équilibre entre les partants et les revenants. Alors, est-ce qu'il y a plus de demandes pour revenir que plus de demandes pour s'en aller? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le seul bilan comptable qu'on a de cette donnée-là, c'est l'étude démographique glissante d'année en année de l'INSEE. Et là, pour l'instant, il y a un frémissement depuis 2021 qui tend à s'arrondir vers s'équilibrer. Ce n'est pas encore sûr. L'année prochaine, ça va nous donner une tendance qui pourra soit confirmer, soit infirmer ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui, il est clair que jusqu'à il y a un certain nombre de temps, c'était mauvais. Et là, pour la première fois, il va y avoir des politiques publiques qui vont faire en sorte que le retour soit dedans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a un truc qui s'appelle passeport mobilité retour. Ouais. Et Macron a parlé de réarmement démographique outre-mer. Le Monde fait un article sur ça dernièrement. Ça, ce n'est pas travail à moi seulement, c'est travail à nous toutes. Là, il y a tant de nous. Et il y a comprendre dans quelle situation nous y est. Il y a des drames là que ça va comporter là. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire clairement que
tant courbe là inversé parfaitement. C'est un cas dire c'est que pratiquement 80% de Guadeloupéens qui fait l'école supérieure, ils fait à l'étranger. Là, ils viennent travailler en Guadeloupe, ça veut dire qu'ils sont partis et ils reviennent. Ni ça qui revient avec en l'autre difficulté, ni ça qui revient à reculons, ni ça qui ne peut pas arriver revient. Et nous, quand on intervient en particulier sur cette dernière catégorie là, c'est là qui partent payer revient là parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas ni. Et là, à un moment là, ça n'y plusieurs stratégies, à la fois aider matériellement, donc faire en sorte que vous paient revient, mais aussi ouvrir les yeux sur ça, sur le fait que la Guadeloupe est un territoire qui n'a l'opportunité. Alors, l'autre question là, et là aussi c'est important, c'est que traditionnellement, un Guadeloupéen qui est dans une administration française, pour revenir, quelquefois, ce n'est pas évident. Alors, est-ce qu'Alévigny peut intervenir à ce niveau-là? Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail avec les parlementaires, parce que là, il s'agit de la loi, pour faire évoluer les choses, mais aussi pour communiquer. Et là, je vais prendre le français, parce que peut-être ceux qui nous écoutent, et je sais que vous êtes très écoutés dans l'Hexagone, qui oublié Tibouan Créole là, il y a un français. Par exemple, au niveau de la mobilité pour les fonctionnaires d'État, en matière de l'éducation nationale, tout à l'heure, le monsieur parlait de ça, c'est un drame guadeloupéen. C'est un drame. Pourquoi? Parce que Jani Ambitin, qui a créé concours nationaux à affectation locale. C'est un certain Olivier Serva qui votait ça. Fait voter ça. Bitin, ça a dit. Il a dit que l'État, dans les administrations locales, peut faire concours national et faire passer à l'échelon local pour que nous ayons un vivier local à mon capacité. Mais là, vous regardez, ça a créé le POD, c'est-à-dire concours des enseignants, par exemple, ça a créé les directeurs d'établissement, c'est-à-dire secondaire, collège et lycée. Vous avez passé concours là ici, et vous regardez, malheur, vous avez parti pour au moins 3, 4, 5 ans. Vous avez trouvé célibataire géographique, vous avez trouvé des cases. Payer, parce qu'il faut payer Casa Guadeloupe là, mais il faut payer Casa France là aussi. Pourquoi tu ne veux pas me connaître qui t'ont payé Revine? Eh bien, ça va décourager les gens qui a fait que les instances de direction des services de l'éducation nationale, eh bien, c'est si on n'a pas passé ces concours-là, qu'à tout ou qu'à ni des gens venus, qu'à venir diriger l'école en nous. Ça, c'est à vous à faire conclusion aussi. Qui conséquence ça peut dans ce pays-là? Et qu'à laisser ça, ça citer à auditeurs et spectateurs en nous. Effectivement, quand on vous compte en bitin, c'est que dans le secteur de l'éducation, et t'es qu'à dire ça là, nous avons le français qui a venu enseigner pour tout le monde Guadeloupe. Mais c'est ça. Et je là, ça, t'es dit. Et en même temps, il a fait exiler des Guadeloupéens qui passaient diplôme à enseignant ici. C'est exactement ça en train de dire. C'est-à-dire que. Et le pire, c'est qu'ils ont le véhicule juridique, ils ont l'outil qui leur permettrait de faire leur concours localement. Donc, c'est encore à nous de pousser et de leur dire. Et la deuxième chose sur ça, quand un Guadeloupéen est parti aujourd'hui, maintenant, vous m'avez posé qu'est-ce qu'on peut faire, il faut les informer. Pour leur dire, il y a plusieurs mouvements. Et il faut qu'ils se rapprochent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on ait peur de ce mot-là. Il faut qu'on aille voir les organisations syndicales. Il y a trop de Guadeloupéens qui sont en galère dans l'Hexagone, qui ne vont pas voir les syndicats pour leur demander de leur expliquer leurs droits en tant que salariés. Parce qu'ils ont un mouvement, par exemple, il y a un mouvement exceptionnel pour ceux qui ont un parent en ascendant malade. La plupart du temps, ils ne savent pas ça. Faire pour dire qu'ils sont un parent seul en Guadeloupe, qu'ils peuvent participer à un mouvement qui peut les faire revenir. Ils ont un mouvement général outre-mer, c'est-à-dire un mouvement dans lequel tout le monde a demandé pour y retourner, etc. Et il y a différentes caractéristiques dans le mouvement-là. Ça, par exemple, si l'essayer même que vous pouvez faire valoir avec aide à syndicat, qui permet de donner plus de points qui des gens qui sont sortis de l'extérieur pour y rentrer ici. Mais comme ils ne pas connaître, eh bien, il n'y a pas qu'à demander, il n'y a pas qu'à faire les démarches correctement, il n'y a qu'à faire des fois 5-10 ans, qu'à faire des petits papiers, des petits bulletins dans le droit commun, il n'y a pas épaulé et ça a trouvé dans des situations comme ça. Alors, il y a un paiement de bail téléphone, puisque vous avez recevoir assez d'appels comme ça, mais juste un dernier mot, nous qui ça. Je dois recevoir bientôt la directrice de la DOM ici. Est-ce qu'au niveau de la DOM, on sent une volonté de retour? Honnêtement, oui. Parce qu'aujourd'hui, même si on peut se dire ce qu'on veut, moi, je te dis quelque chose. Le projet La DOM 2024, nous voyons qui les élus locaux, qui les associations, et les dernières observations que vous faites, nous fait en sorte que la DOM 2024 n'y ont volé complet si le retour pays d'ailleurs, ou bien vrai, ils ont fusionné les délégations interministérielles à Maël Diza, il était délégué interministériel à l'égalité des chances, et il était président de la DOM. Là, ils ont fait un seul président de la DOM, parce que la DOM a des nouvelles compétences, notamment relatives aux Français de l'outre-mer pour y revenir au pays. Ça, c'est un premier bitin. Deuxième bitin, dans la DOM là, des dispositifs que nous, associations et Guadeloupéens qui mandaient, Martinique aussi, toute l'outre-mer qui mandaient, passeport mobilité retour, ça peut trop j'ai fait,
Deuxième bitin, cadre d'avenir, on va pas parler de ça. Mais ni de ça, on s'y met dans Bainbridge, devant 200 et Timouna Bainbridge, qui sont des élèves de classe préparatoire. Eh bien, nous parler, expliquer que chaque année, il y a 40 places, cadre d'avenir pour la Guadeloupe. Donc, on va partir, on va payer billet, on va payer formation, on va aider psychologiquement. Et derrière à ça, là, au fin de faire l'école là, on va revenir dans le pays là, servir le pays là. Mais engagement, c'est que faire servir le pays là, une fois et demi, temps là que là. Ça veut dire que vous lit pendant 1 an, il faut qu'il travaille 1 an et demi pour la Guadeloupe. Et c'est yo qui a trouvé travail là-bas. Merci. On espère que les biens qui vont, c'est si bon, quand même. Nous avons une occasion d'ouvrir. D'ailleurs, nous avons un projet, on fait un pourra parler de ça. Merci. C'est Iman qui parlait de ça. Nous avons une occasion d'ouvrir très rapidement. En tout cas, merci de venir. Avec grand plaisir. Et en toute façon, on va penser les Guadeloupéens qui sont en Cavre. Et en moment là, ça, mais ils savent ça, ils ont fait. En pays, vous avez un téléphone, ils vont connaître. Pas de problème. Voilà, 13h25, on prend la deuxième et dernière pause. Ce sera l'heure du focus. Ensuite, Nathalie qui est déjà là, et Edith Evridis dans un instant. Voilà, nos deux derniers invités EES sont arrivés. Edith Evridis, bonjour. Bonjour, Dani. Et Nathalie, maître Nathalie Jacoubi-Kouali, bonjour. Bonjour Dani. On va commencer avec elle. Le droit d'infraction, de la victime d'infraction, le générique, c'est parti. Mais voilà, les droits de la victime d'infraction. C'est quoi une victime d'infraction? Alors, une infraction, c'est tout simple, admettons. Tu vas regarder le carnaval. Oui. Tu vas regarder le carnaval. Oui. Et pendant que tu regardes justement le beau défilé, et tu te fais braquer. On te vole ton téléphone. Ça peut être ça une infraction. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? C'est ça les droits de la victime d'une infraction. Après, il y a différents types d'infractions. D'accord. Donc là, j'ai pris le cas d'un vol. Alors, logiquement, comment on fait pour porter plainte chez le procureur? Parce que c'est là qu'il faut... Il ne faut pas aller ni à la gendarmerie ni à la police à ce moment-là. Non, pas du tout. Donc, admettons, je prends mon exemple. Tu viens de te faire voler, tu peux aller à la police ou à la gendarmerie pour porter plainte. Oui. Comme aussi, tu peux faire le choix de porter plainte directement devant le procureur de la République. Qu'est-ce qui est plus efficace? Les deux peuvent être efficaces. C'est-à-dire que des fois, une victime peut porter plainte à la gendarmerie ou à la police et elle a l'impression que y a rien qui est fait. Oui, et à ce moment-là, beaucoup de gens disent ça. Ouais. On va à la gendarmerie, ils n'ont pas même gardé. En tout cas, ils prennent la plainte parce que normalement, ils ont l'obligation de le faire. Et si on voit qu'il n'y a rien qui se passe, moi, ça m'arrive professionnellement. Justement, des fois, j'ai des clients qui viennent me voir. Ils ont porté plainte à la police ou à la gendarmerie. Il n'y a rien qui a été fait. Et moi, je fais une plainte devant le procureur de la République. Et c'est justement là qu'intervient l'avocat. Il faut un avocat à ce moment-là? Pour porter plainte devant le procureur de la République, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que la personne peut très bien faire un courrier au procureur de la République. Simple. On recommandait, c'est mieux. Pourquoi? Parce que justement, on sait à quel moment il l'a reçu. Donc, on fait un courrier pour justement porter plainte. Mais à ce moment-là, il faut bien qualifier les faits. Donc aussi, il faut que la plainte soit concise. Parce que lorsqu'effectivement, c'est le justiciable seul qui porte plainte, des fois, la plainte, elle peut être mal construite. Mais, justement, le justiciable, il peut mandater un avocat pour qu'il porte plainte pour lui. Et là, à ce moment-là, on va faire une plainte devant le procureur de la République, on pourra joindre des pièces et on déposera cette plainte au tribunal judiciaire. Et qu'en peut faire le procureur à ce moment-là? C'est le procureur qui va décider de la suite qu'il va donner à la plainte. Oui. Donc après, à ce moment-là, le procureur il peut très bien décider de faire une enquête, ou il peut très bien aussi faire un classement sans suite. S'il estime qu'effectivement que la plainte n'est pas suffisamment caractérisée. Oui. Et dans ces cas-là, que peut-on faire si le procureur décide de ne pas intervenir? Donc s'il décide justement de classer, il faut savoir que c'est la victime qui va recevoir un courrier qui va dire que le procureur estime qu'il va classer le dossier. À ce moment-là, le justiciable a la possibilité de
contester ce classement. D'accord? Donc on doit le contester avec un avocat. C'est mieux, tout à fait. Donc on va le contester devant le procureur général de la cour d'appel pour justement contester ce classement. C'est toujours mieux d'avoir un avocat à ce moment-là, parce que si on a porté plainte et que c'est classé, c'est qu'on estime que peut-être que la plainte n'est pas suffisamment caractérisée. À ce moment-là, si c'est l'avocat qui conteste, il va donner les éléments pour indiquer pourquoi il ne devrait pas avoir de classement et qu'il devra avoir des poursuites. Et effectivement, et après, le procureur général va prendre sa décision par rapport à ce classement. Oui. Donc ça peut arriver... Je peux donner moi, ça m'est déjà arrivé qu'on classe effectivement, que le justiciable reçoive un courrier qui dit que justement on va classer. À ce moment-là, justement, j'ai adressé un courrier, mais qui était vraiment, on caractérise l'infraction. Et après, encore une fois, le procureur va décider des suites. Donc, il peut décider effectivement de renvoyer devant le tribunal correctionnel s'il estime que c'est suffisamment caractérisé. Il peut très bien décider de saisir un juge d'instruction s'il estime que l'enquête doit être plus approfondie. Voilà, donc il peut décider de renvoyer devant une juridiction de jugement. Il y a le cas de la citation directe aussi. Tout à fait. Donc là, à ce moment-là, c'est si le procureur décide de ne pas poursuivre. Donc à ce moment-là, il y a la possibilité pour le justiciable de faire une citation directe. Donc à ce moment-là, il faut qu'il connaisse aussi l'auteur des faits. Et il va citer, mais il faudra qu'il caractérise également l'infraction. Et il va faire une citation directe devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Il y a aussi la Constitution, porter plainte avec constitution de partie civile, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Alors là, à ce moment-là, ça peut être pareil. Donc, le justiciable a porté plainte, il n'y a pas eu de suite, ou on décide que, ou dans un délai de 3 mois, il n'a pas eu de suite à cette plainte. Donc, il peut décider de saisir le doyen des juges d'instruction par un courrier, où là encore, faudra qu'il caractérise l'infraction, qu'il indique le nom de l'auteur de l'infraction. Après, ça peut être également contre X, et après à ce moment-là, le juge d'instruction va lui demander de faire une consignation. Il faudra également qu'il indique si il y a des dommages-intérêts, le montant éventuel des dommages-intérêts. Donc c'est ça la constitution de partie civile. Et on peut obtenir réparation? Tout à fait. Donc là, à ce moment-là, lorsque l'affaire va passer devant une juridiction de jugement, il faudra que le justiciable se constitue partie civile, d'accord? Et donc là, à ce moment-là, il devra chiffrer son préjudice avec des pièces à l'appui, parce qu'effectivement, le tribunal statue sur pièce. Mais globalement, ça devient une question. Pour tout cela, il faut toujours un avocat, quand même. C'est conseillé, parce que c'est quand même assez technique. C'est toujours mieux d'avoir l'assistance d'un avocat pour une procédure judiciaire. Merci l'avocate et à bientôt. C'était les droits de la victime d'infraction. Vous avez la possibilité de retrouver ça sur le Facebook de Canal. Avant de donner la parole à Edith, rapidement le focus du jour et bien sûr le proverbe. Alors, focus du jour, c'était hier, le massacre de la Saint-Valentin. C'était en 1952 au Moule. Tout débute en novembre 51, dans le nord de la Grande Terre, sur les exploitations qui fournissent la canne. Une grève est organisée par des ouvriers de l'usine Gardel à cette époque-là, en seulement 52. Ils réclament donc une meilleure énumération et des journées de travail moins lourdes. Rapidement, ils sont rejoints par les petits planteurs. En janvier 52, ouvriers et cultivateurs obtiennent le soutien de fonctionnaires qui réclament aussi une revalorisation salariale. Un appel à la grève générale illimitée est donc lancé sur toutes les exploitations du Nord Grande Terre. Des débrayages s'étendent dans le Nord, dans tout le Nord, à Anse-Bertrand, à Capester, de Bello aussi, et à Sainte-Rose, le 14 février. Un barrage est monté à l'entrée du boulevard Rougier. Si vous connaissez le Moule, c'est le grand boulevard qu'on a quitté la mer, qu'on a rentré au Moule. On ignore encore les circonstances exactes, mais ce qui est sûr, c'est que les CRS ouvrent le feu. 4 Guadeloupéens sont tués, une femme, Constance Dulac, et 3 hommes, Justinien Capitolin, François Cerdeau et Édouard Dernon. On voit d'ailleurs la photo à gauche des parents de ces personnes, les veuves qui sont là, et 14 personnes sont blessées. Certaines des victimes étaient de simples passants. Et je rappelle que demain, au Moule, justement, à 19h, il y aura une commémoration, comme chaque année, de ce massacre de la Saint-Valentin. En 1952, c'était au Moule. Le sang des Guadeloupéens a coulé une fois de plus.
Alors, parole à pays là, moi aimé au Congrès, oui, moi aimé au Congrès. Tu es tout pour moi, Edith, moi aimé au Congrès, voilà, et qu'à tomber bien. Voilà, c'était la parole du jour et le mot du jour, le proverbe du jour. Tout de suite, le générique d'Edith Devrilus et on va parler avec elle du sommeil. J'espère que je ne vais pas m'endormir à la fin. Non, pas du tout. Thérapeute holistique Edith Devrilus, bonjour. Bonjour Danick. Bon, alors c'est pas l'heure du sommeil, mais quand c'est l'heure du sommeil, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est l'heure de la sieste. Hein, c'est déjà l'heure de la sieste? Je dis toujours ne rien faire, c'est faire quelque chose. Faire une sieste, c'est préparer le corps au sommeil. D'accord. Donc il y a quelquefois des maris qui rentrent et qui trouvent que la femme fait une sieste et qui dit à la femme, ouais, toujours qu'à dormir, tout ça. Non, c'est que le corps se régénère. Oui. Ne rien faire, c'est faire quelque chose. Alors, je dirais en préambule, quand on a vécu 60 ans, on a fait 20 ans de sommeil. Ah bon? Et donc 5 ans de sommeil paradoxal. Parce qu'il faut savoir, le sommeil paradoxal, c'est le sommeil le plus profond. C'est là où véritablement que le corps se repose. C'est là où véritablement qu'on commence à rêver. C'est vrai que le rêve n'est pas non plus une réalité, mais c'est vrai que le rêve efface les difficultés du cerveau, puisque le sommeil même impacte tout l'organisme, mais notamment la sphère nerveuse. Parce qu'on a sommeil vers quelle heure? Je vais vous dire, dans la vie, on a toujours des synchronisations. On a le jour, on a la nuit, on a l'éveil, on a le sommeil, on a la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Et cette sérotonine, c'est pendant la journée. Il faut toujours prendre des petits bains de soleil. C'est pour cette raison que je parle de bains de soleil. C'est le soleil qui nous apporte cette hormone du bonheur pour que pendant la journée, nous soyons gais, nous soyons contents, même s'il y a un petit stress. Mais on sait quand même qu'on a pris des bains de soleil. Et cette sérotonine prépare le corps au sommeil du soir, puisque nous avons une synchronisation, une désynchronisation entre la sérotonine que nous ingurgitons pendant la journée, parce qu'il y a le soleil, on est dehors, et c'est pour cette raison que ce n'est pas très bien que les gens pratiquent la sédentarité, parce que quand on est sédentaire, on reste dans la maison, donc on est à l'ombre, on n'a pas le soleil, et donc, et le soir maintenant, vers 17h30, 18h, la sérotonine s'en va, puisque bon, elle a préparé un corps qui est joyeux, qui est gai, qui est content, et prépare le corps à l'entrée de la mélatonine. Donc, je vais vous donner... sérotonine, sérotonine, hormone du bonheur, mélatonine, hormone du sommeil. Je vais vous donner un exemple pour que les auditeurs comprennent très bien. Observez les poules game. Quand il est 17h30, 18h, c'est pour l'anti-gens qui a gambadé et il a cherché un pied bois. Là où il y a des feuilles, là où l'arbre est feuillu, pour qu'ils aillent se coucher. Donc, ça veut dire que l'hormone du bonheur part, qui est la sérotonine, et il y a la mélatonine qui arrive. La mélatonine, c'est quand il fait nuit noire. Donc, c'est pour la monte dans les arbres. Il cherche un endroit là où il fait très noir, très sombre. Et ensuite, le lendemain matin, vers 4 heures du matin, quand tout le monde a dit coq a chanté, c'est pour le chant du coq. Donc, ça veut dire qu'il y a une lueur, la lueur du jour commence à se faire. Et donc, la mélatonine s'en va et fait place à la sérotonine. Donc, c'est pareil pour nous. Quand il est à peu près 5h30, bon, nous avons senti que nous sommes fatigués à journée dans les épaules en nous. 6h du soir, 7h du soir, on arrive chez nous, on est fatigué. Les muscles du corps commencent à se détendre. Là, vers les 7h du soir, on a quand même les yeux qui larment. On a les paupières qui deviennent lourdes. Et nous avons commencé à faire un petit bobi. Ça nous a créé un bobi. Tout le monde connaît ça en Guadeloupe, un bobi. Donc, ça veut dire que le cerveau est en train de dire au corps,
Pause. Je suis fatigué, j'ai fait une journée remplie, j'étais stressé, maintenant c'est l'heure de la pause. Et donc, on appelle ça le sommeil très lent. C'est la phase très lente du sommeil qui arrive parce qu'on commence à se lâcher, le corps commence à se lâcher. Ensuite, on a la phase du sommeil léger. On a le sommeil très léger, Léo commence Bobby ou quoi plonger en tilambi. Ensuite, on a le sommeil léger. Ensuite, nous avons le sommeil moyen. C'est là où le corps commence véritablement à se lâcher. Bon, on peut commencer à ronfler, on peut commencer à avoir la bouche ouverte. Oui. Et ensuite, on a le sommeil profond. Oui. Là, c'est les choses sérieuses qui rentrent en jeu. Oui. Et ensuite, nous avons le sommeil paradoxal. Donc, quand on a un sommeil qui n'est pas très bon, oui. Quand on a des insomnies parce qu'on est un peu stressé, ça nous crée un stress. Quand on est stressé, on a du mal à s'endormir. Donc, vous voyez, c'est le lion qui se mord la queue. On est stressé, on a du mal à s'endormir, on a un sommeil de mauvaise qualité, on est stressé. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut être à l'écoute du corps, à savoir, et je dis toujours aux clients, quand le voisin vient, il dit, moi je dors 6 heures dans la nuit, j'ai pas de problème avec ça, et je me réveille en pleine forme. Donc, chacun de nous, nous avons un métabolisme. Ce n'est pas parce que le voisin dort 6 heures et que moi je vais dormir 4 heures que ça signifie que mon sommeil n'est pas bon ou alors qu'il est de mauvaise qualité. Simplement parce que nous avons deux métabolismes différents. Et donc, la personne qui dort 4 heures, qui se dit, bon, je ne dors pas suffisamment parce que lui, il a 6 heures de sommeil et moi 4 heures, fait quoi? Peut-être s'oriente quelquefois vers les cachets, vers tout ce qui est somnifère. Oui. Alors, et c'est là où les somnifères procurent un sommeil, mais qui est un peu agité. Oui. C'est pas un sommeil réparateur. Pas naturel. C'est pas un sommeil naturel. Et donc, quelquefois aussi, les gens, ils se disent, bon, je vais peut-être boire un peu d'alcool pour que je dorme. En fait, ce sont des gens qui dorment, mais peut-être le sommeil, c'est un sommeil qui est irrité, c'est pas un sommeil réparateur. Et donc, moi, en tant que thérapeute, je propose plusieurs choses pour dormir bien et bien dormir le soir. Quand on sort du travail, déjà prendre une bonne douche, laisser l'eau couler tiède. Tiède ou froide? Non, j'ai dit tiède. Okay. Sur le dos, parce que le dos, c'est notre sac à dos, c'est là où nous portons toute la charge du stress, etc. Et quand on est stressé, on n'arrive pas à dormir. Donc, il faut laisser couler l'eau à peu près 2 minutes tiède sur les muscles du dos. Ensuite, faire une alternance en eau froide. Ensuite, se coucher sur le lit, se laisser sécher par le vent. Prendre une huile avec des huiles essentielles, des huiles pour la relaxation, pour bien se masser, pour dormir. Il ne faut pas aller dans la chambre. Il faut avoir quelqu'un pour faire le massage quand même. Oui, bon, ça dépend. Ah ben oui, on ne peut pas masser vous-même. Ne pas aller dormir, parce qu'en cas dit, on chambre faite pour dormir. Oui. La chambre, pas pour dormir seulement. La chambre n'est pas faite pour babiller. Oui. La chambre n'est pas faite pour régler les comptes. Pour regarder la télé. La lumière du climatiseur même dérange le cerveau, parce que le cerveau, quelquefois, il y a des gens qui ont la télé, qui ont le téléphone, il y a la lumière du climatiseur, il y a l'ordinateur, et quelquefois, ces gens-là ont même une petite lampe. Donc, il y a des gens qui dorment avec leur portable à côté de l'eau. À côté. Et donc, comme Iman. Et donc, le cerveau a du mal à faire la différence entre toutes ces lumières et la lumière du jour. Et c'est pour cette raison que ces gens-là ne dorment pas un sommeil profond, ces gens-là dorment un sommeil moyen. Et donc, quand c'est comme ça, moi, ce que je donne, c'est à faire une diffusion d'huile essentielle 30 minutes avant de se coucher, de ne pas manger salé le soir, de ne pas manger trop copieux et de ne pas manger trop tard. On prépare le corps à avoir un bon sommeil. À pas tout dire, il prend un thé et qu'elle nous dormi bien. Je dis toujours, le corps, il faut s'en occuper dans sa globalité. Et donc, il y a la réflexologie plantaire qui aide à un meilleur sommeil. Il y a aussi les gémothérapies qu'on trouve maintenant. Ce sont de nouveaux produits qui fonctionnent très très bien. Et il y a aussi prendre le bain, comme je disais, avec des huiles essentielles et mettre quelques gouttes d'huiles essentielles sur l'oreiller. Et donc, je dis, quand on a bien dormi, on a une bonne santé, une meilleure santé, et comme ça, on peut être très bien pour passer une bonne journée le lendemain.
D'accord. Bon, ben, j'ai bien compris. Et grâce à Edith, je vais dormir plus que 8 heures, parce que je dors déjà 8 heures. Non, il faut savoir que, bon, on n'a pas un nombre d'heures de sommeil. Par exemple, un enfant de 8 ans à 13 ans peut dormir jusqu'à 11 heures dans une journée, parce que n'oubliez pas que le corps se prépare. On a les défenses naturelles. Bon, quand l'enfant naît, quand on naît, le sommeil, on arrive avec le sommeil. Quand on a l'âge adulte, on dort bien, je vais dire presque profondément. Et quand on a le grand âge, entre 70 ans, à partir de 70 ans, le sommeil se dégrade. Et c'est là où il faut être très vigilant pour que nous ne puissions pas créer un stress le lendemain. C'est-à-dire mal dormir, se réveiller stressé, aller dormir stressé et avoir un mauvais sommeil. La meilleure huile pour le petit massage du soir. Pour le petit massage du soir, il y a plusieurs. Il y a la mandarine, il y a l'ilan-ilan, il y a la lavande, et il y a d'autres encore que je prépare. Donc, je préfère que les clients m'appellent ou bien qu'ils viennent au cabinet. Oui. Alors, à ce moment-là, je vais leur donner un package. Il y a les plantes médicinales, il y a la camomille, les plantes médicinales, il y a les huiles essentielles pour mettre sur l'oreiller, il y a la synergie d'huiles essentielles et d'huiles végétales pour se frotter, il y a la gémothérapie, il y a la réflexologie plantaire et surtout, nous pas qu'à babiller, les ouvriers nous qu'à dormir. Et on ne fait jamais appel aux mauvais souvenirs. Appelle les soirs, ni de soir pour rappeler de tout ça qui passait bien, qui passait antérieurement. Et il faut non plus ne pas regarder des films violents. On conseille d'éteindre la télé 1 heure avant de se coucher. Il y a des gens aussi qui sont stressés et qui, en fin d'après-midi, vont faire du sport. Mais malheureusement, ces gens-là font un sport intensif. Et quand le sport il est trop intensif, il agresse le stress qu'on a déjà. Alors, je vais dire aux auditeurs de Canal 10 de ne pas oublier mon numéro de téléphone. C'est le 06 90 73 78 17. Je leur dirai de dormir bien, faire un bon sommeil, mais surtout songer à lever le lendemain. Oui, quand même, oui. Merci Edith. C'est la seule émission sur le sommeil, mais qu'il y en a d'autres. Non, je peux faire sur l'insomnie aussi, parce qu'il y a des faux insomniaques qui se disent, quand ils se réveillent le lendemain, ils se disent, ouais, messieurs, en mal dormir, pas j'en fais mes yeux. Pourquoi? Ce sont des gens qui vont faire peut-être 2 heures de sommeil paradoxal et tout le reste de la nuit, il y aura un sommeil léger, très léger. Et pour eux, ils n'ont pas dormi. Mais quand je leur pose la question, est-ce que vous êtes fatigué le lendemain? Oh non, on n'est pas fatigué. Donc, c'est des faux insomniaques. Il y a les enfants aussi qui ont peur de la nuit, qui ont peur du sommeil. Il y a les enfants aussi qui font pipi au lit. Donc, il y a beaucoup à dire sur le sommeil. Bien, merci Edith, qu'on va retrouver avec plaisir pour une autre fois. Ce sera quoi la prochaine fois? Ça dépend, peut-être que ce sera la ménopause, parce que beaucoup d'hommes, beaucoup de maris ont du mal à comprendre leur femme ménopausée. D'accord. Et donc, sans pour cela défendre la cause des femmes, je viendrai expliquer c'est quoi la ménopause et quelles sont les conséquences de la ménopause sur le corps de la femme. Et de l'homme. Quoique l'homme aussi, il est androposé, mais il fait semblant de ne pas voir ou de ne pas comprendre. Voilà. Bien sûr, voilà, on a reçu depuis ce midi à 12h30 Yann Siranton, président de l'association à Lévigny. Il nous a expliqué son voyage à Paris et les dispositions qui sont prises pour les Guadeloupéens qui sont là-bas. Je n'ai fait 17 degrés à Paris, donc Zopikembe, et qui veulent revenir. Il y a de plus en plus de Guadeloupéens qui ont envie de revenir. Souhaitons que Yuke Vini, Yuke aller encore. On a reçu aussi Jean Dernaud, secrétaire du SPEG. Et là, le gros problème, c'est que beaucoup d'enseignants qui réussissent au concours d'entrer dans l'éducation nationale française, on les expatrie, et ça c'est un gros problème, et il manque des enseignants en Guadeloupe, dans l'école de ma fille à Trois-Rivières, mais comment un professeur toujours. Il peut déjà rentrer, des plats rentrer. Nathalie Jacobi-Coali, notre avocate du jeudi, nous a parlé des droits de la victime et de l'infraction, très important et très intéressant. Et puis, le sommeil, grâce à Edith, la dame qui ne nous empêche pas de dormir, qui favorise le sommeil. En ce qui concerne l'information, on revient à l'actualité avec Iman News qui va nous faire un petit retour sur le fil de l'actu. Au niveau de l'actualité, on a parlé de l'hommage rendu à Rudy Benjamin ce mercredi décembre, pilier du carnaval. Il s'est éteint donc justement ce mercredi. Et les carnavaliers ont voulu lui rendre hommage. Seule la musique a retenti au local de Vim. C'était vraiment une occasion particulière. On est revenu aussi sur l'inauguration de la piste cyclable
Boris Carène, donc piste cyclable située entre le Vélodrome et le lycée agricole. L'occasion justement de pouvoir s'entraîner et d'évoluer en toute sécurité. Il était question de la messe du carême qui a eu lieu hier, donc l'entrée du carême pendant 40 jours où les fidèles pourront se rapprocher de leur foi. Une messe était organisée à l'église Saint-Luc des Abîmes. Et on a fait un état des lieux des travaux de la médiathèque du Gosier, donc qui normalement devrait être livré à la fin du mois, au début du mois prochain. Et on va nous rappeler le petit proverbe du jour rapidement. Oui, on a eu bon. On a aimé au congrès. Moi, aimé au congrès, tu es tout pour moi. Voilà, et le focus du jour, c'était sur les événements du 14 février 52, où 4 Guadeloupéens avaient été tués par des gendarmes. Bien évidemment, les gendarmes n'ont jamais été condamnés, comme chaque fois que ça arrive. Pour celui de Pointe-Noire, Clodo, c'est même bitin. Pour Salin, c'est même bitin-là. Il y a quoi que nous, mais il n'y a pas jamais condamné. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Demain, c'est vendredi déjà, la semaine est terminée. Et comme disait catholique, c'est le carême. Pendant le carême, on ne mange pas de viande, c'est ça? Pas de viande. Pas de viande du tout? Enfin, ça dépend des gens, c'est le vendredi. Ça dépend des religions. Oui, enfin bon, après chacun voit midi à sa porte. Hein, bon, chacun voit le carême à sa porte. Tu le fais avec monodiète. Oui, c'est le moment, c'est le moment. En tout cas, on va attendre la mi-carême quand même. Il y a une mi-carême. Vous savez que, alors vous savez pas ça, c'est seulement en Guadeloupe que ça existe. Oui. Ça n'a pas existé pour d'autres pays. Le pape, non mais c'est vrai, j'ai demandé, le pape a pris une décision, il y a des siècles, 2 ou 3 siècles, pour instaurer un carême uniquement en Guadeloupe. Ça n'a pas existé pour d'autre côté. Et pourquoi? Parce que les Guadeloupéens, à l'époque, ont demandé ça, et donc la mi-carême, ça n'a pas existé ni en France, ni en Martinique, ni aux États-Unis, ni bon pays. C'est un truc particulier à la Guadeloupe. C'est un peu comme le carnaval de la Guadeloupe. Pour le carnaval, quand il y a 2 mois, sauf en Guadeloupe, pas ni pour notre côté. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie. La réalisation était assurée par Jordan avec le soutien de Satiam qui est derrière les machines. Allez, c'est fini. Ciao.